M. Bassoma Bazier a livré un discours fort lors d'un panel sur l'AES et affirme que les masses populaires sont le véritable moteur et le bouclier pour la souveraineté. Sans le peuple, aucun projet de confédération ne peut réussir. Un message clair et engagé. Écoutons ensemble. J'ai dit que quand un chef d'État fait un discours, même si tu as applaudi à l'instant, tu enregistres et va méditer. Thomas Sankara, chaque fois quand il sort, il donne une phrase comme ça, il a donné la phrase, il faut aller la méditer. Par exemple, quand il dit à Addis Abeba que la dette, on ne va pas la payer, chacun croit que c'est un mot qu'il a lancé comme ça, il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de soubassement. Et on voit même des pays africains, même au côté économique, ils sont fiers de dire, nous avons pu rembourser notre dette. Et on va aussi voir dans les mêmes pays africains, quand tu veux parler de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, c'est encore même un frère burkinabé ou africain qui va venir dire non, 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 il ne faut pas parler, il ne faut pas les titiller, ils sont bons. Quand on est chaque fois face à ces calebasses, on ne peut que dire la vérité et assumer les conséquences de cette vérité. L'essentiel est qu'elles servent à nos nations. Ça qui est important. Parce que pourquoi il a dit qu'on ne va pas payer la dette? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dit qu'on ne va pas payer la dette parce que justement, la dette qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir, que nous sommes en train même de payer malicieusement, quand on va prendre conscience, davantage conscience, et de façon ferme, c'est une dette qu'on ne doit pas payer. Pourquoi? Parce que justement, nos pays ont été colonisés. Et la Banque internationale de développement qui a été créée par les États-Unis à son temps, pendant la période coloniale, c'est ça qu'ils ont transformé en Banque mondiale. Et c'est cette banque, la BIRD, c'est cette banque transformée après en Banque mondiale qui devait donner l'argent aux colonisateurs. Pour faire quoi? Pas pour nous développer, hein. Créer les rails pour transférer les matières premières. Créer les ponts de transition. Assurer l'alimentation de ceux qui vont faire les portages de matériel du Bamako, marcher jusqu'à Dakar. Ce n'était pas pour nous développer. Et justement, cette dette qui a été cumulée, arrivée en 1960, quand ils ont voulu parler de l'indépendance de nos pays, ils ont pris cette dette qu'ils ont utilisée pour nous exploiter là, mettre dans la caillotte, dire que c'est notre dette. Voilà d'abord ce qu'ils ont fait. Mais en le faisant, quand je dis qu'ils ne respectent pas les normes, le traité de Versailles de 1919, le même traité à l'intérieur dit qu'il est interdit, c'est eux qui l'ont signé, il est interdit à un État exploiteur de faire prendre en charge la dette du nouveau État qu'il a libéré. Et c'est ça qu'ils ont appliqué sur la Pologne. Parce que l'Allemagne, pendant la guerre 14-18, quand ils ont pilonné la Pologne, ils ont emprunté les mêmes prêts pour investir. Et quand la Première Guerre mondiale est finie, l'Allemagne a voulu se retirer là, elle a voulu reverser la même dette là sur la Pologne. Les autres ont refusé. Ils ont signé le traité. Vous pouvez taper sur les portables, il y en a. Traité 1919. Comment se fait-il que vous refusez ce que vous avez refusé, que ce soit appliqué à la Pologne? Vous venez, en 1960, vous nous reversez ça là-dessus. Deuxième exemple sur la question de la même dette, et regardez le président Correa, je pense, de l'Équateur, tapez sur le net. Quand il est venu, il a fait ce qu'on appelle un audit souverain. L'audit souverain, c'est de dire, mon pays a atteint un niveau de dette. Quelles sont les conditions de contraction de cette dette? Qui a contracté? Ça a servi à qui? Ça a bénéficié à qui? Et on cartographie, on sépare. Pourquoi il a fait? Et quand il a fait, il est parti trouver que 70% de la dette de son pays, ce sont des dirigeants qui l'ont précédé là, soit qui ont utilisé pour s'enrichir, ou bien c'est le colon qui a utilisé dans ses investissements. Il dit qu'il ne paie pas. Quand il a dit qu'il ne paie pas là, comme les filous savent exactement ce qu'ils ont fait, ils ont accepté rapidement pour dire qu'il a raison. Et la négociation qui a été faite, ben, bon, pour toi, tu peux ne pas payer, mais ne fais pas sortir l'écho pour que les gens sachent. Vous voyez ce que c'est? Mais après, quand le cas de la Pointe-là est passé, voilà le cas du Zaïre. En 1960, au moment où il reversait la dette, le Zaïre n'avait que 14 enseignants supérieurs, aucun médecin, aucun ingénieur, rien. Le Zaïre, là, c'est un scandale géologique, non?
Mais Mobutu, qui a fait près de 32 ou combien d'années au pouvoir, quand il a fini la même dette, on a cartographié, on dit que lui seul, ce qu'il a mis de côté sur les questions d'endettement, là, c'était 2/3 de la dette totale de son pays. 2/3. Et la troisième facette, quand il donne la dette, même quand tu pas t'endetter, d'abord en tant que dictateur qui fait leur affaire, enlève même plus de la moitié, va créer un compte chez eux, tu mets, ils ne te disent rien. Donc ce qu'ils donnent là, une partie retourne là-bas. Et l'autre partie, ils utilisent ça pour mettre dans des djembés, pour aller encore refinancer les mêmes campagnes électorales de ces mêmes dinosaures. Il y a eu des djembés au Burkina, non? Transportés par les feux Salif Diallo et autres. Allez remettre. Gbagbo même a témoigné pour dire, Côte d'Ivoire, que lui-même il était étonné qu'un président français lui demande de lui donner de l'argent. Et lui aussi il l'a mis dans des djembés. Allez donner. Et tout ça, on vient dire que nos pays là doivent de la dette. Donc quand Sankara dit qu'on ne paie pas là, c'est ça. Mais s'il dit qu'on ne paie pas, et regardez ce qui lui est arrivé. Pourquoi ça lui est arrivé? Le peuple, on a fait quoi? Mais maintenant, si un feu te brûle, tu sais que le feu t'a brûlé, tu reviens demain, tu vois le même feu, et tu laisses, il te brûle, c'est que tu es inconscient. Si on a saccagé celui qui a porté votre voix hier, et vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui porte votre voix, ce n'est pas à lui d'aller somnoler et puis compter des toits, voir s'il est en sécurité ou il n'est pas en sécurité. Parce que les mêmes rapaces là, ils ne savent pas faire autre chose que de tuer. Mais maintenant, en entendant qu'eux-mêmes viennent, c'est par nous qu'ils passent pour tuer. Soit physiquement, soit par empoisonnement. Ne croyez pas qu'ils ne vont pas consulter. Hein. Lisez le livre de Bourdi. Des François Mitterrand jusqu'aux autres là. Ils ont des représentants dans toutes les cases en Afrique qui travaillent pour eux. Ce qui fait justement quand tu t'en vas, même à l'international pour prendre la parole là, ne pars pas en bébé, pas en tapant sur tes ancêtres. Parce que la tribune sur laquelle tu t'en vas t'arrêter pour parler, c'est pas toi qui as construit. Hein? Tu sais ce qu'on a mis dedans avant de construire. Tu sais combien de bébés ont été enterrés? Vous n'avez pas vu des gens aller s'arrêter là-bas en temps ils constatent qu'ils n'ont pas de discours? C'est pas que c'est du jeu. Donc, justement, si quelqu'un s'engage de cette façon, il faut l'accompagner. Ce n'est pas à lui de dire, bon, je fais ceci, pas qu'il a peur. L'intéressé dit que lui, il est prêt à tout. Et nous, on est là assis. Ça, c'est le premier élément. Voilà d'où on vient, voilà ce qui nous dévannent. Mais la masse populaire, qu'est-ce que c'est que la masse populaire? Est-ce que le regroupement de quelques individus constitue-t-il une masse populaire? Non. On parle de masse populaire, masse laborieuse, ou même on parle de prolétaires. Mais comme on parle de masse, et on sait qu'on est connecté, beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas été à l'école, et ils cherchent l'information, des moments il faut diluer, ne pas trop corser pour que chacun puisse comprendre. Pourquoi je dis que cette masse, qu'on appelle masse populaire, elle est la plus saine? Parce que quand vous prenez quelqu'un qui arrose son jardin au village, et regardez comment il souffre, sur les oignons, sur les tomates, sur les aubergines. Il va faire des mois et des mois d'arrosage. Dans le froid, des moments il rencontre des reptiles. Et quelqu'un va quitter la ville, aller avec un sac, aller acheter ça de façon banale. Et on remonte en ville. On vient. Nous qui sommes de la bourgeoisie moyenne ou petite bourgeoisie, les femmes s'en vont payer combien? Souvent même une boule d'oignon à 25-50 francs. Mais la vraie masse laborieuse là, c'est celui qui est au jardin là. Vous imaginez? La chèvre, il va aller prendre une chèvre, nourrir ça pendant combien de temps? La femme qui est dans le foyer, elle va nourrir le porc combien de temps? Même les poulets qui nourrissent, ça fait combien de temps? Mais on s'en va, on prend ça, on vient, on bazarde. Mais quand on fait la cartographie, ce sont eux qui sont les plus nombreux dans la société. Donc, la masse populaire, c'est l'ensemble, cette grande partie de la population qui n'est pas privilégiée, qui n'a pas accès à un certain nombre d'éléments favorisés, qui sont même laissés pour compte. Et c'est cette masse-là que les politiciens véreux montaient et taillardaient à merci. Ça veut dire qu'il faut les affamer et en cas d'élection, on repart avec un sac de riz, un billet de 1000 francs, on les aligne comme ça, comme du bétail électoral. Mais c'est ça qu'on est en train de se battre pour qu'il n'y ait plus de bétail électoral. Que l'intéressé qui mettra en cas d'élection. Je dis bien en cas d'élection parce que ce terme-là, moi, ne me plaît pas.
On va même élire qui? En cas d'élection, que l'intéressé sache exactement, il met un élément dans l'urne, c'est pour qui? Ça a quelle valeur? Donc, cette masse, on doit faire en sorte à créer les conditions pour qu'elle puisse être véritablement une masse populaire. Et pour qu'elle soit véritablement une masse populaire, il faut commencer par faire en sorte à ce qu'elle soit en bonne santé. Mais qui dit une population en bonne santé, il faut agir sur plusieurs paramètres. Sinon, vous n'avez pas de masse populaire. La masse populaire doit être en bonne santé. De sorte que quand tu arrives dans un village, quel que soit le problème, quand les jeunes sortent en groupe, et puis ils crient là, tu es obligé de rester tranquille. On ne veut pas des jeunes dont la poitrine a été rasée par des frélatés et autres. Non. Pourquoi il faut une masse en bonne santé. Et une masse en bonne santé, le premier levier sur lequel il faut agir, il faut une bonne alimentation. D'où l'autosuffisance alimentaire. Il faut que les gens mangent à leur faim. On a vu des enfants, des moments même les parents les frappaient pour qu'ils mangent. Il dit il n'a pas faim, on dit il faut manger. Il faut que l'intéressé soit en forme. Parce que d'abord, s'il est en bonne santé, les maladies opportunistes ne peuvent pas l'attaquer de cette façon. Il est solide. Mais maintenant, si la nourriture est prête, mais un corps qui mange, qui accumule, sans effort, il va s'engraisser à un moment donné, il est dormant. La masse populaire doit être active. Elle doit être active. Ce n'est pas des questions d'hamburger et autres. Hein. La potasse et autres là, doit consommer. Faire 2 km, 3 km, faire des scènes de sport populaire. Au village, là, même le fait d'arroser, de cultiver, ainsi de suite, ça fait partie du sport. Mais en ville, ce n'est pas pour zéro quand Sankara disait que chaque mercredi et autres, là, il faut le sport populaire, c'est pour ça. Le chef de l'État est revenu là-dessus à Waïguya. Comment se fait-il qu'on a pris des gens dans le temps à Tinkodougou, qui ont marché jusqu'à Bamako, et resté à Bamako, marché jusqu'à Dakar? Aujourd'hui, nous sommes dans la salle, si on sort, on nous met ici. Et on dit qu'on nous attend à l'échangeur de Gunguin. D'autres vont arriver, si tu ne fais pas attention, la langue va frôler le sol. Est-ce que c'est comme ça? Mais si ça ne va pas là, qui doit défendre? Donc cette masse populaire, après l'avoir nourrie, il faut créer les conditions nécessaires d'entraînement. Et voilà pourquoi il faut féliciter les forces de défense et de sécurité pour cette question d'immersion patriotique qui va au-delà des valeurs intellectuelles, civiques et autres là. Voilà, le fondamental physique. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que il ne faut pas attendre seulement les bacheliers ou ceux qui ont les diplômes. À partir de la maternelle, là, il faut que ça commence. La maternelle. Ensuite, ces autres-là, vous n'allez pas voir des militaires dehors, non? Mais ils sont tous armés. Donc, je vois les responsables militaires qui parlent de recrutement de réserve. C'est tout le monde qui doit être formé pour être des réservistes. Tout le monde. Maintenant, celui qui ne veut pas, comme le chef de l'État l'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va gaspiller son sommeil, toi, pour te protéger, pour que tu sois là. Non, ce n'est pas possible. Et justement, dans cette formation, là où on doit les compléter, au niveau des militaires, il faut qu'on fasse en sorte dans les villages, là. Nos parents avaient des centres d'initiation. Centres d'initiation, il faut les ressusciter. Il faut inculquer les valeurs. Les valeurs physiques, morales et autres. Et même apprendre aux enfants, ce n'est pas pour être criminel, hein. Il faut apprendre aux enfants comment tuer. Vous dites non, non. Ceux qui viennent là, ils viennent pour tuer. Hein. Quelqu'un ne va pas venir rentrer dans la famille en train de décimer, et moi je croise mes bras, je mets les mains dans les poches, bon, moi ça ne me regarde pas, comment il ne m'a pas encore attaqué. Non. Quand je dis ça, ça veut dire dans l'initiation, l'éducation, on doit commencer à apprendre à l'enfant ce que représente la mort. La mort, c'est quoi? Puisqu'il y a deux façons de mourir. Puisqu'il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Parce qu'ils ne représentent rien. Donc, mais quand tu apprends à l'enfant que, attention, à un certain niveau social, face aux valeurs, face à ton pays, face à ta patrie, donner ta vie, ce n'est rien là. Ah non, l'enfant est déjà apprêté. Il n'y a pas ce danger qu'il ne peut pas affronter. Donc, mais si tu le nourris, il n'y a pas cet accompagnement physique. À un moment donné, il va sombrer. S'il y a l'accompagnement physique, il y a la nourriture, il y a l'accompagnement physique, il faut soigner. D'où il a pris aussi la décision, le chef de l'État, pour dire les plantes médicinales et autres là, il faut revenir là-dessus.
Parce que tous ceux qui nous déversent les produits là, c'est composé de quoi et quoi? Il est revenu là-dessus, non? Il y a eu des moments, quand j'ai dit même le mal c'est nous là, nous on en a parlé pendant nos sorties régionales, c'est encore des médecins africains qui sont sortis pour dire non, 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 ce qu'on fait là, non, 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 et ils contrôlent tout. Toi tu contrôles quoi? Contrôle quoi? On ouvre des marchés par terre ici, on trouve des boutiques pleines de sérum et autres. Toi, tu dis tu contrôles. Voilà pourquoi je suis parti tirer la fiche de l'OMS. 2017, novembre, leur rapport, pour indiquer que vous ne contrôlez rien. Toi-même, si tu te contrôlais, tu n'allais pas être hors du pays. Là où tu es là, tu sais ce que tu fais là-bas? Tu sais ce qu'on t'utilise pour faire? Donc, voilà pourquoi le chef de l'État dit de mettre l'accent sur les plantes. Pourquoi? Et regardez, nous tous qui sommes assis là, surtout les plus âgés là, on ne peut pas déterminer le nombre de décoctions que les mamans nous ont fait boire. On attrape tes bras comme ça, on attrape les jambes comme ça. Le ventre est bien plein, on te secoue pour que ça rentre. Puis on met encore.